Bonjour à toutes et tous, c'est Céline, kinésithérapeute près de Lille. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Kinécast de la Fédé, la communauté dynamique et innovante des kinésithérapeutes. Chaque semaine, vous découvrirez les témoignages, les conseils et les astuces de kinés passionnés et engagés sur des sujets qui vous interpellent dans votre pratique, et aussi sur l'actualité. Ensemble et avec la Fédé, bougeons les lignes de la kinésithérapie. Bonne écoute! Kiné Actualité est partenaire de Kinécast. Actualité, interviews, reportages, mais aussi formation continue et gestion du cabinet, tout ce dont vous avez besoin est dans Kiné Actualité, le magazine de référence pour la profession. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans le nouvel épisode de Kinécast. Alors aujourd'hui, on va parler particulièrement d'un sujet qu'on retrouve assez régulièrement dans nos cabinets et qui peut parfois nous poser de nombreuses interrogations, des difficultés de prise en charge. Donc, on va parler tout particulièrement aujourd'hui des patients présentant, alors on va définir les choses aussi ensuite, mais des douleurs chroniques, des douleurs persistantes. On va voir un petit peu, on va définir ces différents termes. Et pour cela, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Stéphane Fabry, kinésithérapeute dans l'Hérault. Bonjour Stéphane. Et bonjour Céline. Comment vas-tu ? Eh bien, ça va très bien. Très heureux d'être ici avec toi pour ce podcast que je suis régulièrement. Je suis fan de la première heure et je voulais te remercier de l'énergie que tu déploies donc, pour ces podcasts et plus largement, parce que je sais qu'il y a du monde derrière, l'énergie du GT Communication avec tous les membres en fait, qui ont eu cette idée très pertinente en fait, de créer un nouveau mode de communication, ce podcast. Voilà, je suis vraiment fan et je les regarde tous. Merci beaucoup. Avec beaucoup d'attention. Merci pour nous tous. C'est vrai que voilà, on a cœur, que ce soit pour le podcast, mais aussi sur d'autres sujets, de montrer le travail de la Fédé qui est réalisé, d'informer les kinés plus globalement. Donc c'est vrai que cette énergie, on la reçoit bien volontiers et on essaie d'aider, d'informer chaque kiné. Merci. Donc, je te propose tout d'abord de te présenter, Stéphane. Alors, je vais faire simple. Hein. Oui. Donc, moi, je suis kinésithérapeute à Montpellier. Alors, dans un cabinet de groupe, une structure un peu particulière. On a plusieurs cellars. Enfin, voilà, c'est un gros cabinet, même plusieurs. Alors, moi, je suis que dans 2 cabinets, mais le groupe a plusieurs cabinets. J'ai commencé mon activité en fait en kiné du sport. C'est un peu mes premiers amours, la kiné du sport, que j'ai toujours. Hein. Mais c'est vrai qu'à un moment de ma carrière, je me suis un petit peu moins retrouvé dans la demande des patients et dans l'utilité pour laquelle j'avais fait ce métier. Et j'ai vu que la carrière, et plutôt l'expertise que j'avais, produisait un recrutement plus important sur les situations complexes. Les échecs de rééducation où en fait on n'avait plus trop de solutions fonctionnelles ou plus trop de solutions médicales et donc les praticiens, les chirurgiens, les médecins m'envoyaient des patients qui étaient en échec thérapeutique, souvent échec de rééducation, et j'ai trouvé au final une utilité et un sens à ce que je faisais plus adapté justement à la prise en charge de ces donc patients chroniques ou patients on va dire avec des douleurs persistantes et donc situations complexes. Donc ça c'est le volet un peu professionnel de mon activité, que j'ai encore à presque 60-70%. Et après, j'ai une autre activité donc, qui est liée un petit peu au monde extra-cabinet, c'est-à-dire une activité bien sûr syndicale, puisque je suis au Conseil fédéral depuis 2013, avec une petite période de vacances entre 2017 et 2021. Et donc très impliqué dans la vie syndicale, très impliqué aussi dans d'autres levier politique. J'étais un peu au CMK, au Collège Masso-Kinésithérapie, donc au CNP où j'étais président de 2 ans. J'ai une petite mission ordinale, je suis juste élu titulaire actuellement dans l'Hérault. Et après, j'ai une activité importante aussi sur la formation continue et aussi la formation initiale, puisque je suis enseignant à l'école de kiné à Montpellier et je suis enseignant en formation continue dans le cadre du DPC, du FIFPL. Donc du coup, peut-être qu'il faut déclarer les liens d'intérêt. Et le lien d'intérêt que j'ai aujourd'hui sur le sujet qu'on va aborder ensemble, c'est-à-dire les patients douloureux chroniques, ça serait peut-être le sujet de la formation continue où je suis formateur sur le domaine. Donc tu t'es formé pour prendre en charge ce type de patient ?
Alors, très tôt, en fait, et ça, c'est un peu ma personnalité, j'ai accepté les échecs et les limites de ce que je faisais. C'est-à-dire qu'en fait, je me suis retrouvé, au bout de 2, 3 semaines de travail, en remplaçant dans un cabinet où il y avait 2 kinés qui étaient aussi ostéopathes. Et je voyais ce que je faisais, je voyais ce qu'ils faisaient. Alors maintenant, la thérapie manuelle, c'est enseigné en formation initiale, mais à l'époque, on ne le faisait pas. Et je me suis dit, je ne peux pas en rester là. Donc j'ai enchaîné en septembre, après mon diplôme, donc 3 mois après mon diplôme, sur une formation d'ostéopathie. Alors à l'époque, c'était 6 ans, donc j'ai fait 6 ans. Et j'ai été diplômé en 2007 et j'ai eu donc le titre de l'ARS en 2007. Mais c'est pareil, l'ostéopathie, en fait, avait ses limites. Il fallait que je comprenne les choses. Je suis dans mon tempérament un individu où je ne peux pas comme ça reproduire les choses sans comprendre, il faut que je les comprenne. Donc face à ces limites, j'ai enchaîné avec un diplôme universitaire de posturologie clinique. Donc en fait, c'est même un diplôme interuniversitaire. Alors à l'époque, c'était l'université de Toulouse, de Marseille, de Rennes et de Paris. Un peu un petit tour de France, très sympa. Et ça m'a apporté en fait des solutions, des réponses à ce que je ne trouvais pas dans l'ostéopathie. Mais ces réponses, en fait, je les avais toujours pas. Donc, du coup, je suis retourné à 33 ans sur les bancs de l'université pour faire une formation en master sciences du mouvement humain. Donc, dans le domaine concept perceptivo-moteur. C'est-à-dire, c'est un domaine très posturologie, très neurosciences et on va dire commande posturale involontaire. Et donc, là aussi, ça m'a énormément apporté. Et puis après, j'ai continué et je me suis retrouvé en fait en formation à Bordeaux avec Laurent Rousseau et on parlait un peu de tout, de rien, de nos pratiques. Et donc, pareil, hein, Laurent, je lui ai dit, écoute, ça, j'y arrive pas, ça marche pas, là, j'ai des limites, là, je suis en échec. Et Laurent me dit, mais peut-être qu'après, sur certaines situations, tu te poses pas les bonnes questions. Donc, du coup, il m'a expliqué comment, au final, fonctionnait la douleur chronique. Maintenant, on appelle ça la douleur persistante au sens de la maladie douloureuse. Et là, en fait, j'ai dit, bah oui, en effet, tu as raison. Sur telle et telle prise en charge, je suis pas très bon parce qu'en fait, j'ai une vision un peu mécanistique et mécanique de la douleur comme quelque chose qui a une relation de cause à effet. Alors, le patient a mal à son genou, je lui rééduque le genou. Voilà. Mais en fait, j'avais pas compris à l'époque ce caractère de douleur chronique au sens de la maladie douloureuse. Donc du coup, c'était un prisme en fait. Voilà. Donc du coup, je me suis dit, bah, tu vas encore faire des formations et j'ai fait plusieurs formations de douleur chronique. J'ai essayé de lire beaucoup de choses aussi, de papiers sur la douleur chronique. Et puis j'ai fait un diplôme universitaire, pareil interuniversitaire à Montpellier, sur la prise en charge de la douleur ou du patient douloureux. Donc on va revenir, hein, il y a ces termes de chronique, de persistant. Est-ce que tu peux un peu nous les définir? C'est vrai que de mon temps, on parlait chronique, puis peu à peu est apparu ce terme de persistant. Est-ce que tu peux un peu les définir et voir s'il y a différentes caractéristiques en fonction? Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, dans le panel des patients qu'on appelle communément chroniques, tout ce qui parfois est vécu pour le kinésithérapeute comme... Alors, pas comme un fléau, mais on voit très bien que les kinésithérapeutes, souvent, sont désemparés par ces patients douloureux chroniques. Il y a une espèce d'incompréhension sur l'origine de la douleur, sur les leviers à utiliser en rééducation. Donc, du coup, en fait, c'est là où déjà, on peut presque catégoriser 2 populations. Une population, en fait, qui est vraiment des patients chroniques au sens d'une maladie neurodégénérative ou d'une maladie évolutive, qui de toute façon sera une maladie à vie. On a des vrais patients chroniques au sens structurel de la chose. Alors la sclérose en plaques, la SLA, il peut y avoir la maladie de Parkinson. Voilà. Donc on sait que ces patients seront structurellement ou chimiquement des patients qui seront étiquetés comme chroniques et donc eux, ça sera à vie. Après, il y a les patients, on peut dire qu'on peut les appeler des chroniques fonctionnels, c'est-à-dire qu'en fait, c'est des patients ou peut-être que dans la rééducation, on n'a pas trouvé la clé du traitement. Mais quand on trouve la clé du traitement, en fait, on arrive à sortir ces patients de la chronicité et on arrive en fait à enlever ce caractère chronique. Donc la douleur chronique, qui est un élément fonctionnel au sens de la maladie douloureuse, a été du coup maintenant modifiée en appellation et on peut dire que c'est plus des douleurs persistantes parce qu'en fait, on sait
que si on a la bonne clé, c'est celui qui parlait de clé, c'est David Butler, qui a beaucoup travaillé sur la douleur chronique. Il disait quelle est la clé. Voilà, si on arrive à trouver la clé pour ces patients en termes de traitement, du coup, on est sur une douleur persistante. Et quand on a la clé, on arrive au terme de cette maladie douloureuse, en effet, et donc des symptômes perçus par le patient. Donc ensuite, alors, prenons l'exemple d'un patient qui arrive à ton cabinet, chez ton lieu d'exercice, avec cette errance thérapeutique, on peut le dire. Comment ça se déroule pour toi, cette première consultation comment débute ta prise en soin? Alors, la prise en soin que je fais, elle est assez cadrée et je me suis beaucoup inspiré du modèle de raisonnement clinique qui est proposé par l'Université de Montréal, donc notamment largement impulsé par Bernard Charlin. Et je trouve que ce modèle, en fait, il est parfaitement adapté à ce qu'on devrait mettre en place lors de l'évaluation ou lors d'un bilan en kinésithérapie. Donc, en fait, déjà, j'essaie de rester spectateur au début pour ce patient. Et quand ce patient vient me voir, je regarde les indices aux premiers instants, c'est-à-dire je regarde son attitude, je regarde un peu comment il se déplace, je regarde s'il y a un peu des signes d'accroche qui me permettent en fait d'avoir une représentation initiale du problème du patient. Cette communication non verbale. Exactement, la communication non verbale. Et après, lors de la deuxième étape qui correspond aux objectifs de la rencontre, je me mets dans une situation assez passive et assez spectatrice de ce qui me regarde, de ce que le patient plutôt m'avance comme présentation de ses symptômes. Donc, je suis assez spectateur de son discours, justement pour un peu essayer de voir pour lui comment sont ses symptômes et plutôt quelle est la représentation interne qu'il a de sa maladie ou de sa pathologie. Voilà, c'est-à-dire que j'essaie de voir un petit peu des points d'accroche pour savoir quelle est sa propre représentation de la douleur, de sa maladie. Et pour lui, en fait, ça veut dire quoi? Et ça me permet d'essayer de trouver quel est le motif de consultation. Et parfois, le motif de consultation, il peut être mécanique avec une vraie composante et consistance mécanique que je pourrais arriver à trouver lors de l'examen clinique par rapport à une douleur articulaire initiée par une raideur musculaire ou par un problème de force ou de mobilité. Mais aujourd'hui, en fait, on sait que nos patients viennent nous voir avec des problèmes biopsychosociaux. Et ce qu'il faut voir, c'est dans cette plainte, est-ce que la représentation de la maladie ou la représentation de la douleur est liée à un caractère, du coup, bio ou psycho ou sociaux? Et où? Voilà, ou les trois. Oui, voilà. Avec des composantes différentes pour chacune des parties, en fait. Exactement. Et donc, du coup, moi, je cherche, après, d'une part, par cet objectif de la rencontre, à comprendre quel a été le motif de consultation. Et parfois, le motif de consultation dépasse le motif fonctionnel du patient. Voilà, il y a une distorsion entre les deux. Et donc, une fois que j'ai ces éléments, ces objectifs de la rencontre, et que par cette discussion, j'arrive aussi à glisser au patient quels sont ses objectifs de la rééducation, qui ne sont pas toujours les mêmes que nos objectifs. Et ça, c'est très important. C'est-à-dire que nous, on est formaté kiné, on sait ce que c'est une épaule, on sait ce que c'est un rachis cervical, on sait ce que c'est un genou. Mais la vraie question qu'on doit se poser, et surtout chez ces patients chroniques, alors au sens douleur persistante, pas les autres, c'est pour lui, c'est quoi une épaule, c'est quoi le rachis cervical, c'est quoi le genou, quelle est la relation, on va dire, intellectuelle ou cognitive qu'il a à son articulation, la représentation, et qu'est-ce qui l'a amené à venir consulter. D'accord. Et donc parfois, on a des vraies surprises, et il faut essayer avec, du coup, ce qu'on fait, c'est-à-dire la kinésithérapie, la thérapie par le mouvement, à essayer avec les mouvements, la mise en situation fonctionnelle, la mobilisation, ce qu'on peut, on va dire, amener en termes d'exercice, en termes de mobilisation, manipulation, en termes de technique manuelle. La kinésithérapie, c'est instrumental et manuel. Qu'est-ce qu'on peut amener à ce patient pour répondre, en fait, peut-être pas directement aux objectifs du patient, mais en tout cas aux motifs de consultation
qui parfois, en effet, sont différents des objectifs du patient. Et tu les identifies comment alors justement de par tes questions, de par des outils, des questionnaires, comment ça se déroule? Alors déjà, en effet, la grande, on va dire la grande réflexion et le grand triage, alors triage c'est un mot un peu grossier, mais on appelle ça comme ça, le grand triage à faire, c'est flécher et identifier quels sont des patients au sens de la maladie douloureuse, c'est-à-dire des patients qui ont une sensibilisation accrue aux perceptions et notamment à la nociception, en périphérie on parle de nociception, des autres patients qui ne sont pas dans des maladies douloureuses, mais qui sont plutôt dans la douleur aiguë, qui est une douleur mécanique. Alors, il y a un score assez simple, moi c'est celui que j'utilise, parmi tous les scores qui existent, c'est l'ISC, inventaire de sensibilisation centrale, avec un cut à 40, on va dire une zone d'incertitude entre 36 et 40 sur ce score fonctionnel. Et donc, si le patient, on va dire, est supérieur à 40 dans ce qu'il a fourni au niveau du test, du coup, il est, lui, dans cette catégorie de patients au sens de la maladie douloureuse. Donc, je sais que pour ce patient, si je vais le rééduquer en local, avec une rééducation traditionnelle, je mobilise l'articulation, je fais du renforcement musculaire, je fais de l'activité cardio, je fais peut-être de la reprogrammation. Je sais que lui, je vais aller dans le mur. Voilà. Parce qu'en fait, je suis en train, pour ces patients avec un score supérieur à 40, de prendre en charge une articulation qui va bien. Et ce qui définit ces patients au sens de la maladie douloureuse, c'est qu'en fait, le problème n'est pas l'articulation, n'est pas la douleur au sens local du terme ou au sens structurel du terme, mais c'est des gens qui ont une perturbation de traitement de l'information, de la nociception. Et donc, du coup, c'est des gens qu'il faut prendre en charge plus sur le versant de l'information nociceptive et du traitement de l'information douloureuse que de l'articulation elle-même. Voilà. Alors, c'est une approche qui peut quand même surprendre le patient. Je présume parfois qu'il y a cette représentation de la kinésithérapie assez classique. Et toi, tu vas un petit peu, alors pas contrario du tout, mais qui va dans une autre direction pour traiter ces maux. Alors, exactement. C'est-à-dire que le patient, quand on lui explique qu'il vient avec une prescription de rééducation, rééducation du rachis lombaire, rééducation du genou, et qu'en fait, nous, on va rééduquer tout, sauf ce qui a marqué sur la prescription, il est perturbé. Il se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Alors, il nous pose plein de radios, il a plein d'imageries, et en fait, on va lui dire, on va faire autre chose. Donc, du coup, il y a une première étape, en fait, au niveau de cette prise en charge, qui est une étape incontournable, qui est l'éducation à la douleur. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, ce patient qui, souvent, a été cru par personne, souvent, tout le monde l'a fléché comme psychologique, psychiatrique, c'est fou, c'est dans la tête. Quand on lui dit, oui, vous avez mal, vous avez vraiment mal, en effet, mais par contre, vous avez mal parce qu'il y a un petit peu de problème dans le traitement de l'information. Il faut peut-être revoir et reprogrammer votre système perceptif et sensitif. Là, dans ces cas-là, on peut dire que chez lui, il y a des réponses qui, du coup, se mettent en place face à toutes les questions qui se posaient. Et en plus, il comprend pourquoi les échecs des prises en charge précédentes, du coup, il les comprend. Voilà, il les comprend parce que il voit qu'en effet, tout ce qui s'est passé par le passé, avant et qui ont été prises en charge localement sur la zone douloureuse, il comprend pourquoi ça a été un échec. Voilà, donc il y a toute cette partie importante. Alors, moi, j'utilise 3 petites vidéos qui sont disponibles sur YouTube que tout le monde peut avoir. Et donc, du coup, qui présentent aux patients, d'une part, les systèmes de blocage à la nociception, et que des fois, ces systèmes sont défaillants, et que des fois, du coup, c'est ce qui explique la raison de la douleur. Il y a une deuxième petite vidéo qui présente pourquoi ces systèmes sont défaillants, quelle est l'origine de la défaillance de ces systèmes. Et la troisième vidéo, qui est une vidéo qui présente les solutions. Voilà, qui présente les solutions. Et donc, du coup, j'ai fait tout un travail qui permet après de justifier le programme de soins que je vais mettre en place. Mais il faut que le patient soit d'accord. Oui. Voilà. C'est-à-dire que moi, je lui dis, voilà, en rééducation, on va faire ça, ça et ça. Est-ce que ça vous va?
est-ce que vous êtes OK pour faire cette démarche? Et ça m'est arrivé, parfois, qu'il y ait des patients qui soient tellement dans certaines croyances, qui souhaitent être manipulés, qui souhaitent être mobilisés ou quoi que ce soit, qu'ils n'adhèrent pas. Et ça arrive. Donc, en fait, autant on peut accepter, prendre en compte les objectifs du patient, mais autant arriver au moment, si le patient définit à la fois ses objectifs, à la fois les moyens, à la fois... Là, on se trompe et on risque de se retrouver en fait, avec des échecs comme ce qui s'est passé au préalable parce qu'en fait, le patient, il faut qu'il reste à sa place. Ouais. Et donc, comment se nomment ces vidéos? Alors, le premier, c'est très simple. Hein, ça s'appelle « Expliquer la douleur neuropathique ». Le deuxième, c'est « Expliquer la douleur en 5 minutes », la douleur chronique en 5 minutes. Et le dernier, c'est La mort à pharmacie dans le cerveau, justement, de David Butler, voilà, qui explique très bien, au final, qu'on est tous autant qu'on est, en capacité de produire des médicaments naturels, les opioïdes centraux, donc en fait, les hormones de la récompense, et donc qui sont probablement les médicaments ou les molécules, les hormones qui sont beaucoup plus puissantes aujourd'hui que n'importe quel médicament qu'on peut trouver en pharmacie. Bon, on incrustera les liens de ces vidéos. Et après aussi, il y a pour essayer de motiver le patient dans l'engagement de sa prise en charge, puisqu'il faut que le patient se rende acteur un petit peu de son traitement. Je leur demande d'aller regarder chez eux le site Retrain Pain, donc qui est un site très bien fait. C'est à la fois accessible pour les patients et c'est très rigoureux en termes de données scientifiques. Il y a à peu près 25 petits diaporamas qui durent 3-4 minutes. On peut les visionner tout seul chez soi et je leur demande en fait d'en faire au moins 2 par soir. Au moins. Tu leur dis de visualiser les 25. Exactement. Au moins 2 par soir. Alors, certains patients font tout dans la même soirée. Il y en a qui adorent et qui le font et le font. Et il y a certains patients aussi, je leur dis, faites-le et faites-le avec votre entourage, avec votre conjoint. Voilà, faites-le parce qu'il n'y a rien de pire aussi quand on est douloureux chronique, d'être incompris par la personne avec qui on vit. Et ça, c'est terrible. Ça crée vraiment... C'est le suraccident, quoi. Voilà. Donc, du coup, il y a certains patients, en effet, qui, je leur dis, si vous voulez, vous le faites avec votre conjoint. Comme ça, le conjoint aussi comprend mieux et ça peut créer un partenaire de soins. Oui. On parle actuellement d'aidant, c'est vrai que aussi dans ce type de prise en soin, il a son rôle à jouer aussi. C'est ça. Oui. Alors, ce type de première consultation, de pre-bilan, c'est une consultation qui est assez longue alors en temps Oui. Alors, en effet, c'est une consultation qui, en fonction des situations, qui peut aller jusqu'à 40-45 minutes. Parce que d'une part, il y a en effet cette libre expression du patient au début qui est nécessaire pour arriver vraiment on va dire, à percevoir les objectifs de la rencontre, mais surtout essayer de décortiquer, d'avoir des points d'accroche et percevoir peut-être pas l'objectif que lui va matérialiser, mais ce qui se passe ou ce qui s'exprime derrière ces mots. Voilà, on parle derrière la douleur, en fait, il y a une souffrance, mais ce que j'ai appris aussi, c'est que derrière cette douleur, il y a en fait un vide. Voilà. Il y a un vide où on appelle ça un déficit. Il y a un vide ou un déficit, c'est-à-dire qu'on peut se retrouver avec un vide fonctionnel. Et donc, dans ces cas-là, si on a moins d'activité physique, si on fait moins de sport, on sécrète moins ces hormones de la récompense, puisque l'activité physique ou la pratique sportive sécrète les hormones du bien-être. Donc, en fait, quelqu'un qui ne fait plus de sport a moins cette sécrétion. Il peut y avoir aussi des problèmes métaboliques, problèmes à part entière, problèmes d'addiction, problèmes de prise de toxiques, d'alcool, problèmes d'alimentation qui ont aussi des effets sur la douleur. Alors, moi, je ne vais pas sur ce terrain, mais dans l'éducation à la douleur, je leur présente quelles sont les origines en fait, qui peuvent altérer ces systèmes de blocage à la nociception et les problèmes métaboliques font partie de ces origines. Donc, du coup, quand je leur présente un petit peu les différentes origines, je leur dis « c'est pas mon métier. Si vous souhaitez, on va dire, aller plus loin, voyez avec votre médecin traitant, un diététicien, un médecin nutritionniste. Voilà, voyez avec un médecin, mais ça, je ne vais pas sur ce terrain. Et je leur explique aussi que,
en fait, dans l'altération de ce système à la nociception, il y a aussi les problèmes émotionnels. Alors, j'évite le terme psychologique parce qu'on leur a tellement dit que je me dis, si tu rajoutes, toi, le terme psychologique, ils prennent la porte, ils claquent la porte, ils s'en vont. Donc, j'évite ça. Ce terme, je pense que ça peut être un petit peu mal perçu. Donc, je parle d'émotionnel. Et je leur dis, voilà, il peut y avoir en fait le stress, l'anxiété, situation de conflit professionnel, affectif, quoi que ce soit, qui peuvent créer des problèmes émotionnels qui vont altérer ce système de barrage à la nociception. Mais c'est pareil, c'est pas mon métier. Alors d'une part, c'est pas mon métier et je pense que psychologue, psychothérapeute, c'est un vrai métier. Donc j'irai surtout pas faire de la psychologie de comptoir. Et après, moi j'ai fait un métier, la kinésithérapie, pour la thérapie par le mouvement. Donc j'ai fait un métier pour faire du mouvement, pour faire du fonctionnel, pour mettre les patients en situation. Et je ne suis pas super fan de discuter avec eux pour les traiter. Je pense que dans le bilan, il faut faire une anamnèse précise, un interrogatoire, ça c'est incontournable. Mais après, soigner les gens en fait en discutant avec eux, bon, certains le font, pourquoi pas, mais j'ai pas cette fibre en fait. Voilà, je suis pas fait pour ça, donc je fais autre chose. Ouais. Et donc à quelle fréquence ensuite? Alors je pense que ça doit être très adaptable en fonction du patient, mais tu les vois une fois par semaine, une fois tous les 15 jours, comment ça se déroule? Est-ce que, alors tu leur demandes de regarder certains sites, certaines vidéos Alors, ce qu'il faut, c'est dans cette situation où on considère que la douleur est liée à un vide, à un déficit, alors on parle toujours pareil de la douleur persistante au sens de la maladie douloureuse, hein. Il ne faut pas que ce vide ou ce déficit soit après comblé par la rééducation ou par la kinésithérapie et que le patient, déjà que souvent on se retrouve avec un patient qui a son identité sociale au travers de son identité en santé et que le patient souvent s'est construit en fait socialement comme un individu douloureux et que toute sa représentation tourne autour de ses symptômes, il ne faut pas en plus que ce vide soit comblé par le traitement et par la kinésithérapie. Sinon, en fait, on transfère le problème. Donc, en fait, ces patients, il faut essayer, du coup, de les accompagner pour que les symptômes diminuent, qu'ils se sentent mieux et qu'après, ils trouvent eux-mêmes, dans les situations auxquelles on va les confronter, ils trouvent eux-mêmes, en fait, la situation, on va dire, de plaisir, son centre d'intérêt, hein, que son centre d'intérêt plaisir, il faut qu'il soit, on va dire, trouvé par le patient pour que, au terme de la rééducation, il puisse en fait justement continuer lui-même avec ce centre d'intérêt qui deviendra en final l'élément qui donnera un sens à sa vie ou un sens à son activité. Mais si le sens à sa vie ou si la représentation qu'il fait de son identité sociale devient la rééducation, bah là c'est l'enfer. Et parfois on a des patients en effet où au début on va les prendre 2 fois par semaine, parfois 3, mais c'est quand même assez rare. Ben, en fait, ils demandent, ils disent ça me fait du bien, je veux venir une 4e et surtout pas. Surtout pas, parce que là, en fait, on se laisse entraîner. Donc, ce qu'il faut, c'est arriver à, au début, les prendre en charge. Oui, en fonction des situations, ça peut être 2-3 fois par semaine maximum, mais progressivement, arriver à mettre le patient en rééducation dans des situations, en fait, où il va s'apercevoir que ça va bien. C'est-à-dire que alors, moi, j'ai une croyance, on a tous des croyances, mais ma croyance personnelle est de penser qu'on ne peut pas convaincre l'autre on va dire, on ne peut pas convaincre l'autre de manière directe. Et on ne peut pas changer les croyances de l'autre rien qu'avec un discours. Je pense qu'en fait, une personne qui change ses croyances, c'est une personne qui a décidé de changer de croyance. Et donc, en fait, elle a décidé de changer de croyance ou elle a décidé de changer de comportement par rapport aux situations auxquelles elle va être exposée. Et donc, l'enjeu en rééducation, c'est d'exposer ce patient à des situations fonctionnelles, d'activité, de saut, de renforcement musculaire, de cardio, de mouvement, de ce qu'on veut. Mais il faut trouver la situation fonctionnelle, le mouvement, l'exercice, où arrive un moment, le patient va s'apercevoir, en fait, ouais, je vais bien. Et en fait, bah, du coup, je peux le faire. Oui. Et donc, à partir de là, où lui-même s'est aperçu, en fait, que ça allait bien et qu'il y a assez de, on va dire, de finalité pour que ses croyances changent, ben dans ces cas-là, voilà, on a gagné.
Il va adhérer au traitement. C'est ça. Ouais, d'accord. Mais lui dire oui, ça va bien, t'inquiète pas, t'auras pas mal. En fait, on voit que ça fonctionne pas, quoi. Voilà. Ouais. Il faut aller plus loin. Voilà, il faut aller plus loin, c'est-à-dire il faut aller du coup dans la partie inaccessible du cerveau. Voilà, quand on discute avec lui, on est sur une interface perceptive de la discussion, de la sensualité, tout ça. Mais en fait, il y a énormément de choses qui se cachent dans les automatismes, que ce soit postural, la stabilité articulaire, qu'il faut aller là aussi dans les automatismes comportementaux. Et je pense que les croyances sont dans cette partie. Donc tu leur demandes typiquement quel type d'activité ils aiment déjà initialement, ou c'est toi qui leur proposes Alors, comment ça se déroule? C'est là en fait où c'est ce que je dis dans les formations, c'est-à-dire que sur les formations sur la douleur chronique ou la douleur persistante, en fait, on renverse la table des modèles de kinésithérapie, de kinésithérapie conventionnelle. On renverse la table et on fait l'inverse. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, un patient qui a par exemple une douleur chronique au niveau du genou, syndrome fémoro-patellaire qui dure depuis des années et des années, la littérature montre bien qu'il y a une forme de chronicisation de la douleur avec un caractère, on va dire, de changement de perception de l'articulation au sens neurologique. Il y a des facteurs de chronisation, il y a même des troubles psychosociaux, dépression et autres qui sont perçus dans cette pathologie. Et en fait, ce qu'il faut, au contraire, c'est rééduquer pour ces patients tout sauf le genou. Donc du coup, ce qui se passe, c'est qu'on fait selon le modèle d'exposition progressive aux contraintes, c'est-à-dire déjà dans le traitement. Au début, c'est une prise en charge très globale, c'est-à-dire avec de l'activité physique générale, mais pas que pour le genou. Et puis progressivement, dans cette exposition progressive aux contraintes, au fur et à mesure du programme, des séances, des semaines, on recentralise en fait le soin sur le genou et après, au bout de quelques semaines, on commence par exemple à faire du renforcement musculaire que sur le membre inférieur. D'accord. Et puis après, au bout d'autres semaines, on commence à faire de la mobilisation spécifique au niveau du genou, mais pas au début. Et dans une séance de rééducation, c'est à peu près pareil, c'est-à-dire qu'en fait, si le patient vient en rééducation avec des douleurs sur un genou qui va bien, l'attitude normale et traditionnelle serait qu'on lui mobilise le genou au début. Et si on lui mobilise le genou au début, en fait, on donne un sens à la médicalisation. Et donc, dans ces cas-là, on donne un sens à la perception pathologique de cette articulation qui est en fait, on va dire, un non-sens. Donc, du coup, ce qu'il faut, c'est que ce patient, quand il arrive en rééducation, il fait d'abord les exercices. Alors après, on peut lui demander est-ce que ça va bien, comment s'est passée l'activité ce week-end. Mais c'est vrai que si le patient arrive, qu'on lui dit est-ce que vous avez eu mal, c'est mort. Voilà. Il peut retourner chez lui. On a mis une pièce dans la fente et on a relancé le système de centralisation. Il va nous dire oui, j'ai eu mal. Donc, en fait, c'est toujours des questions positives, toujours des questions valorisantes sur l'activité physique, sur les possibilités et pas sur les contraintes, le diagnostic et les symptômes. D'accord. Voilà. Et donc, du coup, après, ce patient, quand il fait ses exercices, quand il fait, on va dire, de l'activité physique, des choses comme ça, ça n'est qu'à la fin de la séance où on donne un temps personnel à lui. Et ce temps personnel, il faut l'articuler comme un temps récompensatoire. Voilà, comme en fait donner un sens plaisir à la rééducation. On n'est pas sur une rééducation mécanistique chez ces patients. On est sur une rééducation plaisir, puisque le problème, c'est relancer les barrages à la nociception. Ce n'est pas le renforcement musculaire, ce n'est pas la mobilisation articulaire, ce n'est pas tout ça. La cible, c'est relancer ces barrages à la nociception. Donc en fait, ça fait partie d'une rééducation plaisir où on va jouer aussi sur ce qu'on appelle les effets contextuels du soin. Voilà, pour redonner, on va dire, un sens agréable à la rééducation et donc un sens agréable à la mobilité du corps et à l'activité. D'accord. Voilà. Après, j'invente rien, c'est tout simplement ce qu'on retrouve dans les recommandations de 2019 sur la lombalgie de la HS, ni plus ni moins. Vous avez l'argumentaire, je ne sais pas, ça fait peut-être 100, 110 pages, mais si vous devez retenir 2 mots de cet argumentaire, le premier, c'est il faut faire de l'activité physique et que ça soit dans un contexte rassurant et il faut rassurer les gens. Et le deuxième, il faut travailler sur les croyances. Voilà. Mais c'est vrai que force est de constater que les techniques mécaniques de rééducation, alors je ne sais pas si on peut dire qu'elles sont malmenées, mais en tout cas, c'est pas quelque chose, on va dire, qui est mis en avant
des plans de soins pour le lombalgique. Ouais. Malheureusement, je le regrette. Hein, j'aurais aimé, moi, qu'on me dise telle technique, il faut la faire, c'est recommandé, grade A, tel. Bon, on n'a pas ça. Et ce qui est de plus haut grade, c'est l'activité physique et les croyances. Peut-être un peu parfois formaté par rapport à notre formation initiale, justement, qui est très analytique, bilan, musculaire, testing. Ouais, je sais pas si c'est la formation initiale ou si c'est la nature propre de l'individu qui veut avoir en fait une explication rationnelle et concrète à un symptôme ou à une situation. Voilà, quand on explique à des personnes dans diverses situations compliquées, un accident, un deuil, une séparation, quand on explique à ces gens qu'il n'y a pas de cause, du coup, ils ne l'acceptent pas. Ils ont du mal. Pour eux, en fait, il s'est passé un phénomène, donc il faut un coupable. Voilà, il faut une origine. Mais si on leur dit, il s'est passé ça, c'est la faute à pas de chance, et en fait, on ne sait pas, et bien du coup, voilà, l'individu, le cerveau humain, a du mal, au final, à être victime ou à percevoir des choses sans explication. Mais ça a été tout le temps. Hein. Oui. Avant qu'on sache comment fonctionne le vent, on appelait ça le dieu du vent. Voilà, ça rassurait tout le monde. Là, c'est pareil. L'identité. Voilà. Exactement, l'identité. Le patient a mal, donc il faut trouver un élément. Donc, alors du coup, on fait des IRM, des arthroscanners, des scanners, on fait plein de choses jusqu'à la scintigraphie osseuse. Et puis à la fin, quand on ne trouve rien, voilà, on ne sait pas. On est perdu face à ça. Ou quand on trouve, finalement, ce n'est pas forcément la cause, en fait. C'est ça. Donc du coup, c'est une vraie bonne évolution récente. Aujourd'hui, c'est neurosciences de la douleur qui nous permettent de comprendre, et c'est la définition de la douleur, qu'il peut exister en fait des symptômes douloureux avec des lésions tissulaires réelles ou potentielles. Ou décrites en ces termes, ça c'était l'ancienne définition, ou maintenant c'est interprété en tant que tel, je crois, voilà, sur la définition. Donc, il faut considérer qu'un individu qui dit « j'ai mal », il a mal. Voilà, parce que la première partie de la définition, c'est expérience émotionnelle et sensorielle. Voilà, et l'expérience, c'est propre à chaque individu. Donc, un patient qui vient et qui dit « j'ai mal », personne en face de lui peut savoir s'il a vraiment mal ou pas, puisqu'en fait, ça fait partie de son expérience. Donc, en fait, quelqu'un qui dit « j'ai mal », oui, il a mal. Mais après, c'est à nous, justement, par rapport aux différents leviers qu'on a, d'essayer de voir la provenance, en effet, de cette douleur, mais surtout la correspondance et l'interprétation qu'il y a derrière cette douleur et qui, du coup, a suscité le motif de consultation. Oui. Et alors, quand décides-tu, avec le patient, bien sûr, de l'arrêt du traitement en fonction des objectifs, comment ça se déroule là ? Alors, le problème de ces patients, c'est la rechute. Voilà, le problème de ces patients, c'est la rechute. Et c'est vrai qu'il faut arriver dans un premier temps, bien sûr, avoir des indicateurs. Donc, la douleur, avec toutes les échelles qui existent, est un excellent indicateur. Après, il y a les scores fonctionnels. Après, il y a la prise médicamenteuse. Voilà, c'est-à-dire que c'est les 3 leviers, vraiment, qui permettent de définir une progression. Soit le patient a moins mal, c'est une progression. Soit le patient prend moins de médicaments, c'est une progression. Soit le patient a une fonction améliorée. Et c'est aussi une progression. Donc, du coup, il faut essayer régulièrement, alors pas tous les jours, parce que si tous les jours on lui dit est-ce que tu as mal, est-ce que tu as mal, est-ce que tu as mal, il ne s'en sort pas. Donc, il faut se donner des échéances. Ça peut être un mois et demi, voilà. Il faut se donner des échéances pour réévaluer en fait ce patient. Et au-delà de cette évaluation, essayer par des discussions comme ça, sans formellement faire un bilan, mais essayer de percevoir chez lui s'il y a des modèles comportementaux qui ont changé. Voilà. Est-ce que c'est un patient qui, au final, a repris le travail ? Est-ce que c'est un patient qui s'est investi dans différentes associations ? Est-ce que c'est un patient qui a repris le sport ? Voilà. Il faut essayer de percevoir un petit peu cet élément, parce que ce qu'on redoute, au final, c'est la rechute. C'est-à-dire qu'on est toujours dans ce concept un peu que j'appelle « la douleur remplace le vide ». Et si arrive un moment en fin de rééducation, on n'a rien pour remplacer ce vide, du coup, au bout de 2 mois, ça va revenir. Voilà. Ça va revenir parce qu'il n'y aura pas eu, on va dire, de levier d'accroche pour ce patient
de repartir sur quelque chose justement qui allait entretenir les acquis de la rééducation, pas entretenir forcément au niveau force, mobilité, fonction, mais entretenir dans cette enveloppe biopsychosociale. Voilà. Donc l'idée, en fait, c'est pas nous de traiter le psychosocial. On va pas aller régler les problèmes avec l'employeur, qu'on va pas régler les problèmes avec l'affectif, qu'on va pas l'enlever directement. On va pas l'enlever d'une situation d'anxiété, de dépression. Mais par contre, ce qu'on peut faire, c'est faire que la rééducation lui donne on va dire les capacités par justement l'amélioration des fonctions et la diminution des douleurs, lui-même de trouver en fait des solutions à ces problèmes. Et c'est vraiment là la rééducation, c'est là qu'elle a son importance, de le confronter à des situations positives, valorisantes, pour qu'en effet, il trouve ses propres solutions. Et ça passe aussi par un autre élément, qui est un peu un élément à la mode, après on pourra en parler plus longtemps, mais qui passe par l'autonomisation du patient. Voilà, l'autonomisation du patient n'est pas qu'un élément fonctionnel. L'autonomisation du patient, en fait, c'est au final montrer au patient en rééducation que les exercices qu'il fait, ce qu'on lui propose, en fait, sont source de bien-être, sont source de valorisation. Et qu'en fait, il trouve dans ces exercices un intérêt à les reproduire à domicile. Parce qu'en fait, il voit que ça lui fait du bien. Et il voit qu'il est mieux comme ça. Parce qu'en fait, donner des exercices à un patient, et des exercices qui sont pénibles, comme des étirements musculaires, sans pour autant avoir un bénéfice derrière, voilà quoi. On arrêtera vite. C'est ça. Et c'est vrai qu'on est... aujourd'hui, pour ces patients, on n'est plus sur l'ère ancien, qui était un air mécanistique, c'est-à-dire dire, si vous avez mal au dos, faites vélo-natation. Parce qu'en fait, ça les gonfle. Et ils n'aiment pas ça. Donc, ce qu'il faut, c'est plus jouer sur la carte sport-plaisir. Qu'est-ce que vous aimez comme sport? Qu'est-ce qui vous produit du bien-être? Si vous aimez ça, faites-le. Voilà, j'ai toujours cette image en fait du centre à Nîmes de traitement et de prise en charge de la douleur, où quand les lombalgiques arrivent, ils jouent au ping-pong. Voilà, ils font du ping-pong. Voilà. Moi, j'ai eu un patient qui est lombalgique qui me dit « Ouais, je vais aller au ski, qu'est-ce qui va se passer ?» Je lui dis « Mais ça vous fait plaisir le ski ?» Il me dit « Oui. » Faites-le, et puis on verra. Et il s'est régalé. Et il est revenu, il m'a dit « Ouais, c'est super, j'ai pas eu mal au dos, c'était génial. » Voilà. Je pense qu'aujourd'hui, l'accroche, elle doit être temporelle et se dire aujourd'hui, on est dans quel paradigme de soins? Est-ce qu'on est dans un paradigme mécanique, comme l'étaient nos parents et nos grands-parents, avec des contraintes professionnelles, avec des contraintes physiques importantes, ou est-ce qu'on est dans un paradigme cognitif de l'information et des croyances? Voilà. Qu'est-ce qu'on doit traiter aujourd'hui en rééducation, en kinésithérapie? Voilà, ça, c'est la vraie question. Alors, tu utilises aussi d'autres outils parfois. On a parlé de VR. Alors, voilà, moi, j'utilise beaucoup la réalité virtuelle. Je travaille beaucoup dessus parce que là aussi, je trouve qu'en fait, on a eu pas mal d'évolutions. Alors, pas citer de marque, mais on a eu pas mal d'évolutions dans le domaine de la kinésithérapie avec un coup les ondes de choc, un coup les plateaux motorisés, les appareils de musculation. Mais ça n'était qu'un perfectionnement de ce qu'on faisait qui était basé sur la force et l'endurance. Voilà, la force et l'endurance, c'était un paradigme. Alors, si on devait le transposer, on va dire, aux modèles mondiaux, le paradigme de la force en Europe, c'est Denis Papin, XVIIe siècle, qui a inventé la machine à vapeur, et donc a transformé la force humaine en force mécanique non humaine ou non animale, parce qu'avant il y avait les chevaux, hein, mais c'est la machine à vapeur. Et le paradigme de l'énergie, on peut dire que c'est la révolution nucléaire avec Pierre et Marie Curie, Einstein. Et donc du coup, ce paradigme de l'énergie, c'est 1900, voilà, début du XXe siècle. Là, on est dans quel paradigme? Voilà, on est dans le paradigme de l'information. On est dans le paradigme des réseaux sociaux, on est dans le paradigme des chaînes d'actualité en boucle. On est dans tout ça. Et dans ce paradigme, justement, qui crée des nouvelles pathologies, et je pense que la douleur persistante ou la douleur chronique liée à ces croyances, en fait, a un fort attrait où les réseaux sociaux et toute cette information a une responsabilité, à mon avis, chez ces patients. Il faut répondre en fait à l'actualité, à la temporalité du moment.
et c'est le paradigme de l'information. Donc, en fait, l'information se situe dans le cerveau. Voilà. Donc, comment aller dans le cerveau? Alors, dans le cerveau, il y a 3 leviers pour y aller. Soit la somesthésie, mais la somesthésie, ça se rapproche, en fait, à tout ce qui est mécanique, mécanistique. C'est pas qu'il faut l'exclure, mais c'est pas le levier le plus puissant. On le sait, par mes formations posturaux, je sais que la somesthésie est assez fragile. Après, il y a... Alors, certains utilisent l'oreille au sens audition. Moi qui ai fait une formation posturaux, je n'ai pas entendu parler d'audition et je ne sais pas comment on peut changer un schéma moteur ou je ne sais pas comment on peut changer des paramètres fonctionnels par l'audition. Voilà, j'ai pas trouvé. Alors, certains le font, je les respecte, mais c'est pas ma came, quoi, ça ne me correspond pas. Donc, moi, ma formation neurosciences, université posturale, fait que je pense que l'œil est un élément probablement le plus puissant pour aller dans le cerveau et transformer les choses dans le cerveau. Donc, du coup, quand j'ai vu apparaître ces outils où on immerge les gens dans un monde virtuel tout en faisant des mouvements, en fait, ça m'a parlé. Ouais. Voilà, j'ai compris ce qui se passait et je me suis dit, ben oui, tout le monde, en fait, toutes les personnes qui travaillent sur la douleur pensent qu'il faut aller transformer des choses dans le cerveau. Alors, certains font de l'hypnose, pourquoi pas, mais comme je dis, moi, c'est pas que j'aime pas parler, on le voit, je parle beaucoup. mais moi, je ne suis pas fait kiné pour discuter à côté d'un gars allongé et lui dire... voilà, tu perçois quoi? Mais c'est pareil, il y a d'énormes résultats. Les gens de ma famille qui ont fait de l'hypnose, ça a été... Voilà, et je respecte tout ça, ils le font, mais voilà, moi, je préfère partir de ma formation initiale et de ce que je suis, et donc, du coup, de faire, on peut appeler ça de l'hypnose numérique ou de la distraction numérique, c'est-à-dire qu'en fait, on met les gens dans un jeu avec de la réalité virtuelle. Et donc, du coup, dans ce jeu, on va au final perturber la capacité cognitive comme au final un élément perturbant. Et après, on souhaite, nous, avoir un élément cible, c'est-à-dire la mobilité du sujet. En fait, on se rapproche ni plus ni moins des principes de double tâche qu'on retrouve en reprogrammation neuromusculaire avec une tâche perturbatrice qui est le jeu et qui fait office d'hypnose, et une tâche cible qui est l'exercice qu'on va produire chez ce patient. Et donc, du coup, ça reste une théorie et une croyance. J'espère qu'avec ce système, on ira dans la partie inaccessible du cerveau. En tout cas, la base de la double tâche, telle que l'avaient décrit alors les anciens. Alors, au début, c'était Sherrington, puis après Freeman, et puis après d'autres qui ont travaillé sur la double tâche. Et maintenant, on voit qu'il y a de la reprogrammation neuromusculaire et notamment des phénomènes d'anticipation avec de la perturbation cognitive, des sauts avec perturbation cognitive. Donc, si toutes ces personnes font des travaux pour essayer d'avoir chaque fois une perturbation cognitive pour arriver à un élément cible, c'est probablement que c'est quelque chose qui donne une valeur ajoutée aux soins. Donc, toi, tu l'utilises déjà, alors, beaucoup, au sein de ton cabinet? Depuis 2000... je suis tombé dedans en 2014-2015, oui. D'accord. La réalité virtuelle, ouais. Donc, c'est que tu as vu des résultats, en tout cas, au sein de ton cabinet avec les patients. Oui, alors il y a des résultats... oui, il y a des résultats spectaculaires, mais je suis comme tout le monde. C'est-à-dire qu'il y a des résultats spectaculaires et il y a aussi parfois des échecs. C'est évident que, comme je reçois beaucoup de situations complexes, beaucoup de patients chroniques, il y a des échecs, c'est évident. Et je pense qu'il faut encore progresser. Je pense que voilà, il faut trouver vraiment chez chaque patient la particularité qui sera au final cette clé propre à chaque patient. C'est comme si chaque patient était une serrure, donc il faut trouver la clé pour qu'on arrive en effet à trouver le levier, le modèle de rééducation qui répondra d'une part à cet objectif, mais surtout à l'objectif de la demande de soins de rééducation. Ouais. Puis comme chacun de nos outils, a fonctionné chez l'un, moins chez l'autre, la VR en fait partie forcément. C'est ça. Ouais. Et la VR, c'est, comme je dis, c'est un vrai paradigme parce que tous les outils, tout à l'heure, je disais que c'était juste une valeur ajoutée. La VR, c'est, à mon sens, le premier outil vraiment, à mon avis, où on peut aller dans le cerveau des gens. Mais avec tous les problèmes et les limites que ça comporte. Il y a une vraie question éthique dans la VR. Jusqu'où on peut aller? Voilà.
Et je pense que ça, on l'a pas encore complètement traité. Oui. Les Japonais, avec la VR, font n'importe quoi. C'est-à-dire qu'ils mettent des patients avec des casques et ils font communiquer les patients avec des personnes décédées. C'est-à-dire qu'ils coupent la VR et l'intelligence artificielle pour justement que les patients communiquent avec des personnes décédées. Enfin, Voilà. Donc, en fait, la VR, c'est vraiment un outil exceptionnel. Je veux dire, on change de paradigme. On était sur le paradigme de la force et de l'énergie. Et maintenant, on a vraiment un outil pour aller sur le paradigme de l'information. Donc, on va dans le cerveau des gens pour changer les croyances. Voilà. Après, il faut cadrer l'élément éthique et peut-être que c'est pas à mettre dans les mains de n'importe qui. Oui. Alors, heureusement, les kinés, du coup, ont une formation en santé, une formation sérieuse. C'est des gens sérieux, sauf quelques cas particuliers d'une manière générale. Les kinés sont sérieux, donc je pense qu'il n'y aura pas de problème. Mais après, on sait que la VR est disponible grand public. Oui. Voilà. Alors, on voit tout ton parcours, la progression de tes prises en soins. Voilà, est-ce qu'il y a encore des domaines que tu souhaiterais explorer ou tu sens que voilà, il y a encore des questions qui te posent? Je présume que tu dois jamais arrêter non plus de t'en poser. Donc, Oui, mais c'est confronté encore à ces échecs, à cette douleur. Je pense que l'avenir de la kinésithérapie, justement, et on le voit de plus en plus, sera la solution pour aller en fait dans cette partie inaccessible du cerveau. Et on voit dans tous les travaux que c'est quand justement on met le patient dans une solution où on sollicite ses automatismes, donc cette partie inaccessible, c'est là en fait où on voit que les résultats sont optimaux. Donc je pense que l'enjeu de demain sera ça. Ça sera de trouver sur des modèles de rééducation autre chose que pousser, faites 10 x 10, ou tirer sur un élastique, faites 10 x 10, ou voilà. Autre chose que du mouvement volontaire, qui a une efficacité, mais on le voit, qui n'est pas durable dans le temps. Faire des vraies modifications en profondeur, que ce soit sur des modifications posturales, de stabilité articulaire, qui est aussi du domaine de l'involontaire, de la coordination motrice, qui est aussi du domaine de l'involontaire. Donc, ces modifications, et donc du coup aussi des croyances, pour arriver à encore faire progresser ce qu'on fait en kinésithérapie. Je ne veux pas dire, je pense qu'on est à la préhistoire, mais je pense qu'on a de merveilleuses années devant nous en termes de recherche et de découverte. Un métier passionnant. Exactement. Je pense qu'on a déjà balayé pas mal ce sujet. Est-ce que tu souhaiterais adresser des derniers conseils aux kinés? Pas mal de choses ont été dites déjà. Ouais, peut-être. C'est un conseil lié à pas une histoire personnelle, mais lié à quelque chose que j'aimerais partager. Donc, mon activité à Montpellier, je travaille, on va dire, pour une partie dans un cabinet, pour une autre partie dans une clinique. Une clinique MCO de chirurgie qui a déménagé en 2020. Et donc, pendant 18 ans, ou même presque pendant 20 ans, j'allais dans cette clinique le matin. J'allais au parking pour me garer. Et il y avait une stèle, un morceau de pierre, qui avait été posé à la mémoire du créateur de la clinique, qui s'appelait Jean Ginestier. Et sur cette stèle, il y avait marqué « Toujours comprendre, jamais dépendre ». Voilà. Et je pense que, d'une part, moi, c'est ce qui me correspond. Et c'est un peu ce que je souhaite à la fois, on va dire, m'attribuer ou ce que je souhaite me mettre, voilà, respecter, toujours comprendre, jamais dépendre. C'est ce que je souhaite aussi diffuser et proposer dans les formations. Et c'est aussi quelque chose, je pense, qui est complètement contemporain par rapport à la rééducation, à la kinésithérapie, où aujourd'hui, au niveau de la formation et même au niveau de la profession, on va dire au sens large, tous les professionnels se transforment, puisqu'on est passé et on est en train de faire une mutation où on passe du statut de technicien, un statut d'exécutant, qui du coup dépend de la prescription médicale. Et donc, ce statut, progressivement, se transforme
et évolue vers le comprendre, qui est le statut d'ingénieur et de décision. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas, ou peut-être ça a été rare, mais il n'y a pas un jour où quand j'arrivais devant la barrière de ce parking de la clinique, je ne regardais pas cette stèle où il y avait marqué « toujours comprendre, jamais dépendre ». Voilà, je pense que c'est vraiment le mot ou les 4 mots, la phrase que j'aimerais qu'on retienne de ce podcast pour comprendre ces patients douloureux chroniques qui sont des problèmes un peu pour les professionnels. Voilà. Toujours comprendre, jamais dépendre, et ils iront beaucoup mieux et les professionnels prendront ces patients avec une vue différente. D'ailleurs, qui n'hésite pas, suite à l'écoute de ce podcast, de nous écrire. Voilà, s'il y a moindre question, on te les transmettra. Exactement, je reste disponible, bien sûr. En tout cas, un grand merci Stéphane. Et je t'en prie, c'était un plaisir. Moi aussi, partagé. Et puis je pense qu'on se reverra très probablement pour un autre épisode avec plaisir. Avec grand plaisir. À bientôt. À bientôt. Merci Stéphane. Merci de nous avoir écoutés. On espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à laisser un avis sur votre plateforme d'écoute préférée et à partager l'épisode autour de vous. N'hésitez pas également à nous dire quel sujet vous aimeriez que l'on aborde dans les prochains épisodes et quels invités vous souhaiteriez écouter. Pour ça, dites-le nous en commentaire. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux et de visiter le site web de la FFMKR pour rester informé des dernières actualités et des événements à venir. Votre soutien et votre engagement sont essentiels pour faire avancer notre profession. Avant de se quitter, je vous donne rendez-vous jeudi prochain pour un nouvel épisode qui devrait particulièrement vous intéresser, surtout si vous êtes kiné et ostéo. J'ai eu le plaisir d'échanger avec Philippe Gaston, kinésithérapeute ostéopathe et président de l'association des masseurs kinésithérapeutes ostéopathes. Nous avons discuté de l'objectif de cette association, des enjeux de reconnaissance et des défis du double exercice. Alors si vous voulez mieux comprendre ce que fait l'AMKO, ne manquez pas cet épisode. À jeudi prochain sur Kinécast. Kiné Actualité est partenaire de Kinécast. Actualité, interviews, reportages, mais aussi formation continue et gestion du cabinet, tout ce dont vous avez besoin est dans Kiné Actualité, le magazine de référence pour la profession.